Donc, de par nos attentes de solutions miracles, ça va naturellement nous attirer, nous déporter vers des thérapies qui ont moins de chances de nous aider au-delà du placebo. On perçoit notre dos comme facile à abîmer, mais difficile à guérir. Éric Boutier, bonjour et bienvenue sur Digital Rehab. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de douleurs de dos, plus spécifiquement de douleurs du bas du dos, donc de douleurs lombaires. C'est souvent des douleurs qui sont associées à beaucoup de mythes et à beaucoup d'idées reçues de la part de nos patients. Et le problème, c'est que ces mythes et ces idées reçues peuvent avoir des lourdes conséquences sur nos patients. Et ça, on en fait la triste expérience tous les jours au cabinet en consultation. Donc on va essayer de revenir sur tous ces mythes et toutes ces idées reçues pour un peu démêler le vrai du faux. Ouais. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je te propose de te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es, ce que tu fais. Oui, merci et merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Moi je m'appelle Éric Boutier, je suis kinésithérapeute depuis 2016. J'ai fait la principale partie de mon expérience professionnelle en libéral, à Lyon et plus récemment ensuite à Paris. Et aussi depuis l'année dernière, je travaille en service de rhumatologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, encore plus récemment, depuis avril, j'ai un peu allié les deux, parce que je suis à 40% en rhumatologie et service de la douleur, et à 60% en cabinet libéral à Ivry-sur-Seine actuellement. Et progressivement, je me suis intéressé de plus en plus à la prise en charge des douleurs chroniques, et à tout ce qui va être approche basée sur l'épreuve de ce type de problème. Donc c'est aussi pour ça, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à en parler aujourd'hui. Ok, donc basé sur l'épreuve, ça veut dire que tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, il y a une base scientifique, même si on va pas forcément toujours citer des articles, etc. Et même on va pas le faire pour des raisons un petit peu de clarté. Bien sûr. Mais tout ce que tu vas dire, ça repose sur des données scientifiques. Alors tout, c'est un petit peu audacieux, mais en tout cas on essaie de guider notre raisonnement et notre approche par ces choses-là, pour que ça soit basé sur quelque chose de concret et reproductible. Et après évidemment, parfois on doit un peu extrapoler et trouver des idées originales. Ok, bon voilà, ça fait un bon cadre. Ouais. Tu as un site internet. Ouais. Ok, www.comprendresondos.fr. Tout à fait. C'est un site où tu donnes beaucoup d'informations sur les douleurs de dos en général. C'est un site qui est d'une très grande qualité, moi je trouve. Je l'ai souvent donné à des patients et même moi je lis tes articles parce que souvent tu abordes certains points avec des tips, etc. pour ensuite améliorer un petit peu les prises en charge avec les patients. C'est quelque chose qui doit te prendre énormément de temps. Explique-nous un petit peu comment t'en es venu à faire ce site internet et pourquoi tu l'as fait. Merci pour ton soutien. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps et à la base c'est une démarche qui date de 2017 où après mon diplôme en 2016 j'ai continué à lire, à essayer de m'informer pour continuer à me mettre à jour. Et au fil du temps je me rendais compte que j'étais assez insatisfait des ressources qui étaient disponibles en ligne pour le grand public, pour les patients lombalgiques chroniques qui cherchaient des informations sur internet. Tous les sites que je voyais, à chaque fois, il y avait quelque chose qui m'embêtait ou il y avait quelque chose qui ne me paraissait pas adapté. Et donc en 2017, je me suis dit, tiens, je vais essayer de créer mon site. Et a priori, je serais d'accord avec tout ce que je mets dessus, ça serait un peu étonnant sinon. Et voilà, c'est comme ça qu'en juin 2017, j'ai créé Comprendre son dos et que j'ai commencé à écrire un certain nombre d'articles qui sont vraiment à destination du grand public, parce que pour les professionnels de santé, il existe aussi d'autres ressources qui sont même meilleures que ce que je pourrais faire. On pense à des sites comme Kinefact ou encore plein d'autres, qui sont vraiment de très bonne qualité pour les professionnels. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit des articles, j'ai fait quelques vidéos aussi. Et voilà, donc j'essaie de continuer à produire ça. Et effectivement, ça prend pas mal de temps, que ça soit dans la création du contenu ou dans la gestion technique, on va dire, du site web. Ouais, parce que ça c'est à la limite l'aspect kiné, l'aspect soin, c'est ton travail, mais tu as également dû apprendre plein d'autres choses en plus. Ouais, effectivement, dû apprendre comment créer un blog, comment gérer tout le côté technique, parce que je me rendais pas compte avant, mais il y a plein de petites choses à régler, que ça soit sur l'apparence du site, les fonctionnalités, comment envoyer des emails tout simplement, et tout le côté aussi communication et marketing, parce que là, quand on crée un contenu, c'est pour qu'il soit vu par un maximum de personnes et qu'il soit le mieux perçu possible et le plus exposé, on va dire.
Ouais, bien sûr. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Allez, on imagine une situation. Ouais. Je me lève un matin, j'ai rien fait de particulier la veille, et pourtant je me lève, j'ai super mal en bas du dos. Vraiment, je bouge pas bien, c'est dur. Ça m'angoisse parce que j'ai une grosse journée de travail. Ouais. J'avais des grosses réunions de prévues, etc. Va quand même falloir que j'assure ma journée. Et du coup, c'est vrai que ça me fait peur et je me dis que là, il faut que je prenne rendez-vous avec un professionnel pour qu'il me débloque, pour qu'il fasse quelque chose, pour que j'aille mieux et que je puisse faire ma journée. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. On va juste faire une petite intro générale avant de reparler spécifiquement sur cette histoire de déblocage du dos. Quand on a un épisode comme ça de lumbago, donc de douleur aiguë dans le bas du dos, il y a plein de façons de réagir à cela. Ça va dépendre de nos précédentes expériences, de nos préférences, de qu'est-ce qu'on pense sur notre dos, quelle signification on donne à la douleur. Et certaines personnes vont vouloir éviter un maximum de bouger, vont directement annuler leur journée de travail, vont directement aller s'allonger et éviter tout mouvement. D'autres vont faire absolument l'opposé, ils vont chercher coûte que coûte à bouger, ils vont vouloir passer à travers la douleur, on va dire. D'autres vont faire des étirements. Et parmi toutes les stratégies qu'on peut utiliser, certains vont vouloir aller consulter un thérapeute manuel, que ce soit kiné, ostéopathe, chiropracteur, etc., pour aller rechercher ce type de solutions qui sont les manipulations vertébrales. Et là, on va dire qu'il y a une certaine nuance à apporter, parce que il faut voir quelle signification on donne à la manipulation vertébrale et pourquoi est-ce qu'on va rechercher ça. Parce que dans les effets prouvés, on va dire, des manipulations vertébrales, on a effectivement en moyenne un effet antalgique, c'est-à-dire antidouleur, plutôt au court terme. Et après, la douleur a tendance à revenir, à réaugmenter. Donc à partir de ce moment-là, si on utilise ça juste pour pouvoir aller un petit peu mieux, pouvoir bouger plus facilement et poursuivre ses activités et suivre les autres conseils qu'on donne habituellement en cas de lumbago, pourquoi pas. Après, quand on utilise ça parce qu'on pense qu'on s'est déplacé quelque chose dans le dos et que c'est la solution impérative parce que sinon ça va jamais se remettre bien et on va rester bloqué, là ça entraîne d'autres problèmes dont on va parler au fur et à mesure en termes de dépendance à une thérapie, du fait qu'on perçoit une seule solution et que ça passe par quelqu'un d'autre. Et surtout ça peut aussi nous donner une image de notre dos qui est assez fragile et qui a tendance à venir se déplacer, se bloquer, et il faut l'intervention de quelqu'un d'extérieur pour le remettre en place. Voilà, c'est des choses dont on sait maintenant qu'ils ne correspondent pas à la réalité physiologique et qui peuvent participer à de la chronicisation de certaines douleurs. Donc c'est une option parmi d'autres qui peut servir à diminuer temporairement les symptômes, mais c'est pas une solution mécanique à une cause structurelle. Ok, donc ça peut aider, c'est une possibilité. Notamment, ça peut réduire un petit peu la douleur pour permettre peut-être de rebouger, peut-être de faire cette journée de travail justement que je dois faire et qui m'angoisse. Mais c'est pas une obligation, et si on va pas se faire manipuler, on va pas rester avec notre douleur toute notre vie. Oui, c'est clairement pas une obligation, c'est une option parmi d'autres. Et voilà, d'une façon générale, quand il s'agit de ces solutions et de ces thérapies, c'est bien d'avoir de la flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ça, mais on a aussi le choix, on peut aussi partir dans une autre direction et avoir d'autres outils. Ok, plusieurs chemins. Ouais. Ok, et on choisit lequel on emprunte. C'est ça, ouais. Ok. Souvent quand on a mal, et si on reprend cet exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a une notion un petit peu d'anxiété, ça fait peur, notamment parce que la douleur elle est très intense, et du coup on se demande s'il n'y a pas quelque chose de grave qui est associé à cette douleur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est une inquiétude qu'on retrouve beaucoup chez nos patients. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Disons que ça fait partie aussi du rôle du médecin généraliste, principalement, de faire une sorte de triage quand un patient vient le voir avec une douleur aiguë comme ça, pour vérifier s'il y a des signes d'alerte ou des choses qui sont un petit peu suspectes, qui peuvent évoquer un problème en particulier, qui peuvent indiquer un besoin d'imagerie du dos. Donc dans tous les cas, c'est important à mon sens de consulter, surtout quand c'est une situation assez douloureuse comme ça, vraiment très, très intense, pour écarter ces risques-là et aussi être rassuré.
Parce que ce qui se passe, c'est que l'anxiété que l'on peut éprouver par rapport à ce type de douleur est aussi pourvoyeuse de chronicité. C'est-à-dire que quand on regarde les facteurs de chronicisation de la douleur, on retrouve l'anxiété et la détresse parmi les choses qui prédisent le plus la chronicité. Donc à mon sens, c'est important d'avoir de bonnes discussions, on va dire, avec, mais que ce soit le médecin ou le kiné, pour mettre les choses à plat et diminuer un peu cette anxiété qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues par la suite. Ok, donc c'est pas parce qu'on a une douleur très intense quand je me lève le matin que j'arrive pas à bouger que c'est forcément associé à quelque chose de grave. Non, effectivement, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à imaginer une relation proportionnelle entre la douleur et la gravité de ce qui se passe. Alors, plus j'ai mal, plus c'est quelque chose de grave. Et en réalité, non, c'est pas le cas. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas de relation proportionnelle entre les deux. Ouais, il n'y a pas de corrélation entre la douleur, l'intensité de la douleur et la gravité du problème. Ouais. On a souvent tendance à utiliser des métaphores et des exemples avec nos patients. Donc il y a par exemple le fait de manger une glace qui va être très froide, ça peut provoquer mal à la tête et pourtant il n'y a pas du tout de choses graves qui se passent au niveau de la tête. Oui, tout à fait. Voilà, t'en as peut-être d'autres. En métaphore, pour dire que la gravité de la douleur ne veut pas dire qu'il y a une gravité d'une blessure. Il peut aussi y avoir des choses qui se rapprochent des métaphores de l'alarme, dire que parfois l'alarme peut se déclencher, ça peut sonner super fort dans, je sais pas, dans le bâtiment, mais alors qu'il y avait que de la fumée, on dirait, et sans feu à la base. Et aussi, après, il peut même y avoir les pompiers qui arrivent et qui débarquent, tout le monde est dehors, et donc il y a un grabuge pas possible. Et pourtant, à la base, il n'y avait pas de feu. Donc des fois, c'est juste le système d'alerte qui fonctionne à plein régime, mais sans forcément que l'origine soit vraiment grave. Ok. Donc, j'ai fait ma journée de travail. C'était dur, mais ça s'est bien passé. 2-3 jours après, j'ai encore mal. Et du coup, ce coup-ci, je vais voir mon médecin généraliste. Ouais. Et c'est bien, il me rassure. Mais moi, comme j'ai quand même encore mal, j'aimerais bien essayer de passer une radio, essayer de comprendre un petit peu ce que j'ai pour savoir la source de cette douleur, comprendre, parce que je me dis qu'une fois qu'on aura compris, qu'on aura identifié, on pourra traiter le problème. Ouais. Je pense que déjà c'est tout à fait naturel, c'est normal d'avoir le réflexe de chercher une cause à ce qui se passe. On a peut-être tendance à plus le faire pour le dos que par rapport à d'autres articulations, c'est-à-dire que si j'ai mal au coude ou au poignet, je vais peut-être avoir plutôt tendance à me dire bon je l'ai peut-être un peu plus utilisé, bon c'est pas grave. Dès que ça se passe au niveau du dos, on a peut-être tendance à imaginer des choses un peu plus inquiétantes. Bon, moi j'espère que je me suis rien fait, j'espère que ça va passer, j'espère que j'ai pas abîmé un disque ou autre chose. Et c'est même un truc qu'on retrouve dans des études qualitatives sur le sujet, où on retrouve qu'en moyenne, on perçoit notre dos comme facile à abîmer mais difficile à guérir. Alors que paradoxalement, c'est l'une des régions du corps les plus solides. Donc, pour revenir par rapport aux examens complémentaires, le médecin, qui est celui qui décide s'il faut une imagerie ou pas, il va se baser sur tout un ensemble de signes et de symptômes, d'éléments dans ce qu'on lui raconte, pour décider s'il y a besoin d'une imagerie ou pas. L'imagerie, dans le cadre du mal de dos, elle va servir surtout à écarter les risques de pathologies inquiétantes, des fractures, des compressions sévères nerveuses, et des choses qui sont beaucoup plus rares, comme infection, tumeur, fracture, je pense que j'ai dû le dire. Donc c'est vraiment des cas particuliers. On passe pas vraiment une imagerie du dos pour identifier la cause. En tout cas, c'est pas le but premier. C'est vraiment d'abord écarter les choses les plus embêtantes. Et ça se fait, comme je l'ai dit, vraiment en fonction de certains critères. Et si un médecin refuse de prescrire une IRM, c'est pas que le médecin refuse de prendre au sérieux la personne ou qu'elle pense que la personne n'a pas vraiment mal. C'est simplement que l'IRM ou la radio ou autre n'est pas indiquée. Et on a pas mal d'études maintenant qui montrent que si on fait une imagerie par résonance magnétique de façon précoce, c'est-à-dire assez tôt après le début de la douleur, et non indiqué, c'est associé à, on va dire, plus de persistance de la douleur, des plus longs arrêts de travail, plus d'interventions invasives comme des infiltrations, et je crois, la plupart des critères est augmenté, des statistiques sont augmentées quand on fait une IRM non indiquée et précoce. Donc c'est pas une défaveur de la part du médecin, c'est un service qui nous rend parfois de refuser une imagerie.
C'est incroyable ça, de voir que plus on en fait, moins ça marche. Ouais, et ce qui est paradoxal, c'est que parfois, plus on en fait, plus, je sais pas, au fil des consultations avec le médecin, il va d'abord nous donner peut-être des médicaments, des antalgiques de palier 1 comme du paracétamol. Et après, progressivement, on va aller de plus en plus, on va sortir des armes, les artilleries de plus en plus lourdes. On va passer au kiné, puis aux antalgiques un peu plus forts, puis les infiltrations. Et enfin, Max Stewart, qui est un kinésithérapeute anglais, lui, il aime bien la métaphore de la guerre en quelque sorte, où il dit qu'on envoie d'abord les petits soldats, puis les cavaliers, puis les tanks. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on utilise des moyens de plus en plus techniques, de plus en plus lourds et invasifs, le niveau de preuve n'augmente pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément plus de preuves scientifiques de l'efficacité des infiltrations et de certaines opérations, malgré le fait que ça soit plus coûteux et plus lourd. Donc effectivement, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on a un certain nombre de recours à ces options qui ne sont pas toujours justifiées et qui enferment les patients dans des boucles négatives, des spirales infernales, où on leur propose des choses de plus en plus lourdes et elles ne voient pas vraiment leur état s'améliorer. C'est l'escalade dans le traitement en fait. Ouais, hein. tout à fait. Et ça, faut faire attention. Dans ce que tu as dit, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand le médecin il refuse peut-être de prescrire un examen complémentaire, une radio, un scanner, une IRM, c'est parce qu'il n'a pas, dans l'interrogatoire, repéré ces signes d'appel qui derrière déclenchent justement cette imagerie. Et il ne le fait pas parce qu'il a quelque chose contre vous, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas les éléments qui laissaient penser que peut-être on était dans un cas d'une pathologie grave. Et donc, si on passe une radio, on n'apprendra rien en fait. Ouais. Ouais. C'est ça. Ça peut être un dialogue interne assez difficile. Bon, moi je suis pas médecin, donc c'est pas moi qui décide des imageries ou non, mais en tant que kinésithérapeute, on peut avoir des décisions similaires à faire. Et il se passe pas mal de choses dans notre tête entre, bon, est-ce que je vais satisfaire les attentes de la personne qui me demande un certain type de traitement, en prenant le risque que ça puisse avoir de mauvaises conséquences, de lui donner des traitements qui vont être moins efficaces, de la faire revenir plus longtemps. Donc ouais, c'est pas facile à gérer tout, parfois. Ok, donc je suis allé voir le médecin et il m'a rassuré. Il m'a dit que j'avais mal au dos, mais j'ai 35-40 ans et finalement ça touche plein de gens de cette tranche d'âge. Ouais. Et du coup, il m'a dit que c'était pas grave, mais il m'a quand même prescrit des séances de kiné. Comment je fais un petit peu pour essayer de choisir mon kiné et essayer de trouver un kiné qui va prendre soin de mon dos et qu'est-ce que je vais faire avec lui pour essayer d'aller un petit peu mieux? Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est assez difficile si on est à la place du patient de choisir un kiné en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir à l'avance, sauf par bouche à oreille, qu'est-ce que le kiné va me proposer, est-ce qu'il sait particulièrement gérer mon type de problème. Et pour faire le choix, bon, idéalement on peut échanger par téléphone avec le kiné et demander un petit peu quelle est sa façon de travailler. Mais je pense malgré tout que c'est en débutant la prise en charge qu'on se rend compte finalement de ce qu'on va nous proposer. Et les quelques conseils concrets que je peux donner pour choisir un kiné, pour que la prise en charge soit a priori plus efficace, ça serait déjà de voir si le kiné fait un bilan en début de prise en charge, c'est-à-dire qu'à la première séance, le kiné va faire un bilan pour faire connaissance avec vous, évaluer, analyser un petit peu les causes du problème, et seulement ensuite pouvoir proposer une prise en charge et proposer certains moyens. Ça paraît assez difficile de juste accueillir la personne, dire ok vous avez mal là donc on va faire ça. On a besoin de mener un petit peu l'enquête et je pense que c'est un premier gage de qualité si le kiné fait un bilan avant et ensuite prend le temps d'expliquer ok bon j'ai fait ces tests là, pour moi ça veut dire plutôt que le problème vient de là et là. Et après, voilà les options que je vous propose. On pourrait faire ça, la solution A, ça implique tel ou tel niveau de participation, vous aurez besoin de faire ci, faire ça. Moi, je peux vous aider comme ça, vous allez pouvoir vous aider comme ça. Et une fois que que le kiné a détaillé différentes options, différentes solutions, là, le patient est peut-être un peu plus en mesure de faire un choix éclairé. Et c'est pas
poser le patient dans une position un peu de client dans un restaurant où il choisit sur un menu. C'est simplement s'assurer que on sait qu'est-ce que le traitement implique, de quoi il s'agit, et voilà, on peut vraiment après s'engager vraiment dans le traitement si on a participé à son élaboration en quelque sorte. Donc ça c'est un peu sur la forme, la présence d'un bilan, le fait que le kiné prend le temps de nous expliquer qu'est-ce qu'il pense de la cause du problème, de qu'est-ce qui va pouvoir m'aider, etc. Et proposer différentes solutions et voilà, décider de ça ensemble. La quatrième chose, qui est plus sur le contenu des séances, dans le cadre du mal de dos, c'est assez... On va dire que ça fait consensus maintenant qu'il faut une approche plutôt active. Une approche plutôt active, c'est-à-dire que la personne qui consulte va être celle qui va être la plus actrice de sa prise en charge. C'est plutôt elle qui va faire des mouvements et des exercices, plutôt que le kinésithérapeute qui viendrait appliquer uniquement lui-même des thérapies, des techniques, des outils sur le patient. Donc tout ce qui est plutôt exercice, reprise d'activité, trouver des stratégies pour la gestion de la douleur au quotidien, ça à mon sens c'est évidemment actif. Et tout ce qui va être plutôt massage, manipulation, application de chaleur, électrothérapie, etc. On a parlé de manipulation, mais après je crois qu'on va parler un petit peu de massage, de choses comme ça. Ça peut faire partie de la prise en charge, c'est pas interdit, mais ça doit pas être le centre de la prise en charge. Ça doit être, on appelle ça des adjuvants, des outils en plus pour faciliter l'approche active. Ok, donc si j'ai bien compris, ce qui est important, c'est d'être acteur de son soin. C'est que le patient, il participe à la prise en charge et on va pas seulement recevoir un traitement. C'est ça. Quand on est dans la position de celui qui reçoit uniquement un traitement, je suis allongé sur la table, on me fait un massage, du chaud, des électrodes, etc. D'un côté, il va y avoir un effet antalgique a priori à court terme. Donc c'est pas inexistant, mais ça reste un effet antalgique à court terme. Après, la douleur revient de façon très, très régulière. Et entre-temps, on n'a rien appris en quelque sorte. On n'a pas appris à gérer ça soi-même. On n'a rien appris qui pouvait nous servir entre les séances, chez nous, au travail, dans les loisirs. Et donc après, c'est à peu près voué à se répéter comme ça à l'infini. Donc on est abonné ensuite à aller recevoir son traitement passif chez son professionnel de santé préféré. Et après, on reste un petit peu bloqué là-dedans. Ok. Donc, j'ai mal, j'arrive vers mon kiné et il va me proposer souvent de bouger malgré cette douleur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça abîme mon dos? Encore une fois, là, je pense que c'est assez naturel de ressentir peut-être un peu d'anxiété ou de peur à l'idée de bouger malgré la douleur. Et là, alors, il y a plusieurs choses évidemment à dire. Sur la signification de la douleur, c'est vrai que comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt, on a tendance à faire un lien direct entre douleur et blessure, comme si quand je faisais un mouvement et que je commençais à ressentir de la douleur, ça voulait dire que j'étais directement en train d'abîmer quelque chose ou de coincer quelque chose. Et en réalité, il y a une marge entre les deux. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, j'ai l'occasion de faire une pression qui augmente progressivement sur mon bras, je vais d'abord ressentir la douleur avant de me blesser. Et heureusement d'ailleurs, parce que la douleur, ça sert principalement à la protection, donc ça prévient avant que le mal se produise. Quand on est dans une situation où c'est très sensible, sur un lumbago ou même simplement une lombalgie chronique, ça dit la différence entre le seuil de blessure et le seuil de douleur, c'est parfois considérablement élargi. C'est-à-dire que pour être sûr à 100% de bien nous protéger, en quelque sorte, notre corps vient nous prévenir bien avant qu'il se passe réellement quelque chose de dangereux. Donc quand on est en plein épisode de douleur, on ressent la douleur parfois pour des mouvements qui sont absolument anodins, des mouvements sans charge, juste se pencher en avant, se tourner, parfois sans rien faire, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire une bêtise si on bouge quand on fait ces mouvements-là. Maintenant, avant cela, il y a eu aussi la consultation chez le médecin, le bilan du kiné qui ont aussi pu évaluer et s'assurer de l'état de santé du corps, c'est-à-dire malgré la douleur, de pouvoir évaluer qu'est-ce que le corps est en mesure de tolérer comme contrainte. Et ensuite de commencer par des choses qui sont abordables, faciles, avec lesquelles on se sent à l'aise,
pour reprendre le mouvement. Ok. Donc, le mieux, c'est de bouger, recommencer à bouger, continuer à bouger, se remettre à bouger. Ok. Quel est l'exercice magique? Qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice pour aller mieux? Ça, c'est une question très kinésithérapique, on va dire. Le fait est que, en termes d'approche active, en termes de style d'exercice, il en existe beaucoup de différents. Différentes approches qu'on ne va pas citer, mais l'idée globale reste la même, ça reste effectivement de trouver des moyens de se remettre en mouvement et d'utiliser le mouvement pour se soulager. Maintenant, est-ce qu'il y a une approche qui en partie qui ferait mieux que les autres? Parmi, on va citer peut-être la plus connue par les patients, Mackenzie, qui implique certains mouvements répétés dans certaines directions. Est-ce que ça fait mieux que d'autres styles d'exercices, type yoga, pilates, des exercices de gainage, des exercices de contrôle moteur, on en parlera sans doute après. Pour l'instant, on n'a pas de raison de penser que l'un est supérieur aux autres. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous fait penser que en fait, les exercices ne fonctionnent pas toujours de la façon dont on pense. Mais voilà, il n'y a pas forcément un type d'exercice qui va faire mieux de façon systématique chez tout le monde. Ce qui va compter, ça peut être les préférences de la personne, ce qui va plus plaire à la personne, qu'est-ce qui va la faire plus adhérer au traitement, et les préférences du thérapeute aussi, qu'est-ce qu'il se sent capable de proposer avec un maximum de confiance et d'efficacité. Donc cette notion de plaisir dans les exercices, elle est importante? Oui, elle est primordiale, parce que l'une des façons potentielles dont l'exercice vient nous aider, c'est aussi par des mécanismes, j'aime pas dire psychologiques, mais on va quand même utiliser ce terme-là. Quand on vient faire un programme d'exercice, il est possible que ça nous aide parce que on reprend plaisir à bouger, on reprend confiance dans le mouvement, on reprend confiance dans notre capacité à faire certaines activités. Et ça, c'est plus facile à réaliser quand on fait quelque chose qui nous plaît. Parce qu'on a besoin quand même de faire ces choses-là assez régulièrement. Sinon ça marche pas terrible. Et pour pouvoir le faire régulièrement, il faut que ça nous plaise un minimum. Ok. Donc au niveau exercice, qu'est-ce qu'il faut le faire selon quelle modalité? Est-ce qu'il faut faire des exercices tous les jours? Est-ce qu'il faut faire des exercices toute la journée? Est-ce qu'il faut prendre un moment dans la journée ou un quart d'heure on fait nos exercices? Est-ce que tu as un petit peu des idées comme ça à nous donner? Alors par exemple, il peut y avoir certains mouvements qui sont utilisables le matin, enfin, le matin ou un autre moment, mais ça peut être une routine de 10-15 minutes qu'on peut appliquer, qu'on soit encore allongé dans notre lit ou en position assise ou debout, pour se mettre en route, enfin, un peu faire une sorte de déverrouillage matinal. Ça, c'est assez facile à mettre en place, enfin, en tout cas on trouve très facilement des ensembles d'exercices qui nous plaisent un minimum. Après, en termes, si on parle d'exercices un peu plus actifs, où voilà, on se dépense plus et c'est des mouvements qui sollicitent plus le corps, là, il faut aussi être en mesure de les doser. C'est-à-dire que si on décide de passer pas d'exercice en particulier à d'un coup faire des séries et des séries et des séries d'exercices avec de l'intensité, de la charge, etc., la différence va être un petit peu intense, je pense, en moyenne. Peut-être que certaines personnes pourront le tolérer, mais d'autres pourraient se décourager en disant bon bah j'ai fait vos exercices, mais j'ai eu plus mal et j'ai plus envie de les faire. Donc il y a différentes façons de doser. Il y a une façon, ça peut être de tolérer, on va dire, un petit peu de douleur. Si certains arrivent à se positionner sur une échelle de 0 à 10, on peut dire aller jusqu'à 3-4 de douleur sur 10 pendant l'activité. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de se blesser ou de s'abîmer dès qu'on ressent de la douleur. Ça, c'est pendant l'activité. Et après la session d'exercice ou d'activité physique, là, bon, dans le meilleur des scénarios, on se sent mieux. Ça, c'est ce dont on a envie. Mais pas toujours. Parfois, on peut se sentir un peu plus sensible. Ça peut être un tout petit peu plus douloureux après. Mais tant que d'ici 24 heures, ça revient comme avant les exercices, on peut admettre que c'est plutôt un bon dosage. Voilà. Après, c'est quelque chose qu'on règle, qu'on peaufine avec l'expérience, mais ça peut donner déjà des premières règles de dosage, de tolérer une douleur qui reste raisonnable pendant les exercices et de se sentir
plutôt bien après les exercices, et en tout cas que ça revienne à la normale d'ici 24 heures, d'ici la fin de la journée ou d'ici le lendemain. Ça c'est super important. On a vu que choisir les exercices, c'était pas évident, que choisir la dose et l'intensité des exercices, c'était pas évident non plus, qu'il n'y avait pas de règle universelle. Par contre, peut-être que la règle universelle, elle est justement dans la réaction après les exercices. Il faut soit chercher une amélioration, soit quelque chose d'à peu près stable, et on tolère une légère augmentation de la douleur, mais il faut qu'au bout de 24 heures, on soit revenu à un fonctionnement initial de la douleur. Et on n'est pas une escalade au fil des jours, au fur et à mesure de la réalisation des exercices. Oui, c'est ça. Bien évidemment, c'est très individuel chez une personne qui va être vraiment très douloureuse, avec certains antécédents, en tout cas un niveau de douleur élevé. On va devoir prendre certaines précautions pour que ça se passe bien et éviter que ça fasse un rythme en dents de scie comme ça, où la personne ne peut pas faire grand-chose. Elle essaie à fond d'en faire, elle revient à son niveau où elle ne peut pas faire grand chose à cause de la douleur. Voilà, on a besoin dans tous les cas de beaucoup de dosage et de progressivité. Et juste pour compléter par rapport à cette histoire de règles de dosage, si on teste quelque chose et qu'après on a davantage de douleur pendant 2, 3, 4 jours, ça ne veut toujours pas dire qu'on a abîmé quelque chose. Là encore, bien souvent, il y a une marge qui est encore très importante avant la blessure. Quand on a cette augmentation de douleur sur plusieurs jours, on commence à regretter, on se dit mince, j'ai peut-être fait une bêtise. Ce qui s'est passé, c'est que c'était peut-être sans doute un peu trop intense par rapport à ce que le corps pouvait tolérer à ce moment-là, et on va avoir besoin de reprendre en mettant plus d'étapes que ça. Donc c'est plus un apprentissage, on va dire, plutôt qu'une erreur ou qu'une bêtise. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute cette approche liée au mouvement, mais il faut essayer de trouver peut-être un autre exercice, une autre façon de doser cet exercice et essayer de le modifier et continuer à chercher, mais pas du tout abandonner cette stratégie. C'est ça, ouais, c'est vrai que quand il y a de l'abandon parce qu'on a essayé, ça marche pas, c'est quelque chose qui pose vraiment problème. On reparlera de cette histoire d'abandon si on parle de thérapie alternative plus tard, pas que j'oublie. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est vraiment important d'être guidé dans sa progression par a priori, un kinésithérapeute qui est sensibilisé à ces histoires de douleur du dos, simplement pour être accompagné et que le kiné puisse nous aider à ajuster l'intensité, à trouver une façon de faire cet exercice un peu différemment. Si on lui dit j'aimerais bien refaire des abdominaux, j'aimerais bien pouvoir refaire du gainage ou courir, et que on essaye mais ça se passe pas très bien, on n'arrive pas à doser, c'est là aussi le rôle du professionnel de proposer des alternatives, des étapes, des façons détournées de travailler sur les mêmes points. Et ça serait parfois un peu difficile de le faire soi-même. Ouais, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ouais. Il y a des personnes dont c'est le métier et du coup qui sont de bons conseils, a priori. Si je reprends mon histoire, du coup je me rends compte que là j'ai eu cet épisode de douleur, mais avant j'avais pas mal au dos, c'est nouveau, mais aussi je faisais plus de sport. Donc là il me reste encore un peu de douleur, mais je me dis que j'ai envie de rebouger parce que j'ai l'impression que c'est quand même en lien avec mes douleurs. Avant je faisais plus de sport, j'avais moins mal. Est-ce que c'est le bon moment, même s'il me reste un petit peu de douleur, pour commencer à reprendre une activité physique? Ouais, c'est une possibilité. C'est dans le cas où la personne faisait du sport avant, elle a arrêté, ensuite elle a eu son épisode de mal de dos, et après elle se demande si elle doit reprendre. Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne idée, à plus d'un titre d'ailleurs, parce que ça peut aider la personne à reprendre confiance dans le mouvement. Et parfois le fait de refaire des choses, tout simplement, ça fait partie de la solution en fait. Et même parfois les choses qui ont pu être à l'origine du problème, enfin à l'origine. Imaginons que si quelqu'un se fait mal au dos en faisant du sport, le fait de refaire ce sport-là pourra faire partie de la solution. Là, je pense que le détail le plus important dans ce cas de figure-là, c'est le dosage. J'ai beaucoup de cas de patients au cabinet ou à l'hôpital qui ont eu un passé assez sportif, qui ont envie de se remettre au sport, mais qui à chaque fois qu'elles se remettent au sport, ça augmente les douleurs et elles se découragent, elles se disent je pourrais jamais reprendre le sport. Et quand on creuse un petit peu, ce qui se passe très souvent, c'est que la personne a essayé de reprendre quasiment comme avant, quoi. Et on ne peut pas vraiment faire ça.
le corps est dans un état un niveau de sensibilité qui est différent et qui fait que dès qu'il se passe quelque chose de trop intense, boum, il y a une protection qui se met, il y a la douleur. Donc, parfois le plus grand ennemi de ces personnes-là, c'est elles-mêmes et leurs aspirations en termes de performance. Et c'est des personnes qui ont eu l'habitude de se satisfaire d'un certain niveau d'intensité. J'avais le cas aussi ce matin dans un atelier du groupe de douleurs chroniques, une patiente de 21 ans qui elle c'était l'inverse, elle avait même plus envie de faire du sport parce qu'elle était habituée à pouvoir se dépenser et pour elle le sport ça sert à se dépenser et comme là elle peut pas atteindre un niveau d'intensité qui la dépense bien, et bah, elle préférait ne pas le faire. Donc pour les patients qui ont été sportifs avant, c'est parfois non satisfaisant, mais il faudra commencer par une dose vraiment tranquille, vraiment raisonnable, quitte à ne pas, voilà, quitte à faire, je sais pas, faire la moitié ou un tiers de ce qu'ils auraient fait en temps normal. On revient toujours sur cette question de dose en fait. Ouais. Quel que soit le stade où on est en aigu, la douleur vient d'apparaître, j'essaye de continuer à bouger et je fais attention à la dose pour pas faire flamber les douleurs. Ouais. Je décide de me remettre au mouvement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Pareil, j'y vais progressivement et pas trop vite, trop fort parce que sinon je peux avoir des douleurs. Si je demande quelque chose à mon corps qu'il n'est plus habitué à faire, ben c'est normal de le mettre en difficulté. Ouais. Très souvent. Ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs façons de l'expliquer. Parfois, des fois, ça répond plus à un aspect de la douleur ou un autre, mais des fois, je demande aux personnes si elles ont déjà fait une indigestion. Enfin, genre, si elles ont déjà mangé trop d'un certain aliment. Bon, moi, c'était le chocolat une fois. Et quand on fait une indigestion d'un aliment, le corps fait une réaction énorme à cet aliment. Il peut plus le voir pendant un certain temps. Et au fur et à mesure, bah, on va tranquillement remanger un petit peu et se réexposer à ça. C'est pas parce qu'on fait une indigestion au chocolat qu'on va plus manger de chocolat de sa vie, quoi. Donc ça peut être une façon d'expliquer comment on a besoin progressivement de venir se remettre en situation, se réexposer à certains mouvements. Et effectivement, le dosage, je pense que ça va être le mot que je prononce le plus dans une journée de travail, c'est essentiel. Ouais, adapter la dose à sa douleur et surtout à l'état de physique dans lequel on est pour essayer d'être progressif. Mais au début, ce qu'il faut, c'est vraiment accepter de faire une activité qui ne va pas forcément nous dépenser à 100%. Ouais. Il y a aussi une nuance qu'on peut faire en fonction du type de douleur, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas mal pendant, ou en tout cas pendant, ça passe, on va dire, mais c'est après qu'elles savent si c'est passé ou pas. Et donc chez ces personnes-là, si c'est le cas de certaines personnes qui regardent, on ne peut plus vraiment se fier à l'indicateur douleur pendant l'activité, parce que ces personnes-là peuvent faire plein de choses pendant une session. On a besoin alors de se fixer de façon un peu arbitraire un nombre de répétitions, un nombre de séries pour les exercices, et ensuite observer qu'est-ce qui se passe après. Donc il y a aussi ce cas de figure-là où on ne se base pas sur l'intensité de la douleur pour régler l'intensité, mais sur un objectif défini à l'avance. Donc soit on a parlé de la douleur, soit sur la réalisation en fait de l'exercice, Ouais. en se disant soit si on part sur de la musculation, le fait d'avoir fait 3 séries de 12 à 20 kg, et ben se dire que la fois d'après on n'augmente pas trop vite et on fera peut-être 3 séries de 12 à 22 kg et demi et on est très progressif et on va pas trop vite trop fort. Ou pareil sur de la course à pied, peut-être quelqu'un qui recommence à courir, il a couru 10 minutes, la fois d'après il va courir 11 ou 12 minutes mais il va pas courir 20 ou 30 minutes. Ouais. Des fois il faut résister à la tentation. Ouais. Et dans mon expérience personnelle, parce que moi j'ai eu j'en ai toujours, des douleurs on va dire persistantes, moi c'est plutôt au niveau des épaules, qui ont commencé quand j'ai commencé l'escalade, parce que j'ai commencé un peu avec beaucoup d'enthousiasme, on va dire. Et il y a eu une période où je pouvais plus du tout grimper, parce que ça me faisait trop mal. Et même si je faisais attention, même si pendant la séance d'escalade, j'y allais et je faisais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de douleur, je respectais un peu ce dosage-là que je proposais moi-même aux patients. Et bah, des fois, le lendemain, c'était le lendemain que je pouvais à peine lever les bras. Et donc, j'ai été obligé d'appliquer ce conseil-là, de limiter artificiellement ma séance à 1 heure en l'occurrence, pour éviter que ça augmente après. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du type de douleur. Soit on se fie à l'intensité de la douleur, soit on se fie à un truc prédéterminé.
Ouais, on essaie de trouver une manière de quantifier l'activité. C'est ça. Ok. Ça, ouais. On a vu qu'on a parlé de reprise un petit peu du sport. Ouais. Il y a pas mal de personnes qui, après 50 ans, ne font plus de sport parce qu'elles ont eu des douleurs et elles ont cette idée qu'elles ont abîmé leur corps parce qu'elles ont fait beaucoup de sport quand elles étaient plus jeunes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut abîmer son corps quand on est jeune et du coup derrière on peut plus rien faire? Ou est-ce que la douleur vient d'autre chose en réalité? Ça, alors, bon, d'une façon générale, la douleur vient de plein de facteurs différents, et bon, je pense que j'en parlerai un petit peu après, mais sur cette idée qu'on a usé son corps et qu'on l'a abîmé avec du sport au fil des années et que maintenant on en paye le prix finalement, je pense que voilà, quand on va dire on peut argumenter des deux côtés, même si ça va plutôt dans le sens du non, c'est pas vrai. Pour faire l'avocat du diable, on va dire que si on a eu un certain nombre de blessures ou d'expériences traumatiques, des douleurs déjà intenses dans notre vie, sur une partie du corps par exemple, et ben oui, on va peut-être avoir plutôt un peu plus tendance à avoir des douleurs à cet endroit-là, même s'il y a des stratégies pour le gérer. Maintenant, le problème avec cette idée, c'est que ça repose sur une vision assez mécanique du corps, un peu comme la vision d'une voiture ou d'une machine qui fonctionnerait et qui s'userait au fur et à mesure jusqu'à ce que ça aille à la casse. Et voir le corps de cette façon-là, c'est un peu oublier le côté tout simplement humain et biologique, avec un organisme qui est capable d'adaptation, d'auto-guérison, qui est capable de fonctionner très bien même quand la structure change, même quand c'est plus même quand c'est plus tout neuf, on va dire. Donc je pense que des fois ça reflète plutôt on va dire, une peur de se reblesser ou une peur de redéclencher de la douleur. Et parfois simplement voilà, une mauvaise compréhension de la douleur et de ce que ça signifie. Donc quand on a fait pas mal de choses, pas mal d'activités physiques, ça reste dans tous les cas important et utile de garder suffisamment d'activité physique, de pouvoir se faire plaisir avec des activités de loisirs, de pouvoir sortir pour le côté social, etc. Après, tout ce qui compte, tout ce qui change, c'est les stratégies d'adaptation et par quel chemin on va passer pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et en tout cas, voilà, on va dire, peu importe ce qu'on a fait par le passé, ça ne condamne pas non plus à avoir de la douleur par la suite. Ça peut, on va dire que dans certains cas, ça peut nous inciter à faire davantage de progression ou à à aller chercher plutôt certains sports. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas des contre-indications au sport. On n'est pas terminé parce qu'on a déjà fait du sport avant. Pour reprendre le mot qui va dicter cette interview, il faut peut-être être encore plus précautionneux sur la dose et laisser encore plus de temps au corps pour s'adapter, pour se renforcer, au dos pour devenir plus solide. Mais on a rarement, j'ai envie de dire jamais, des gens qui sont trop usés et qui peuvent plus rien faire quand même. Ça, en fait, il y a peut-être un rapport avec le corps qui vieillit. Qui peut jouer ici, c'est-à-dire que peut-être qu'au bout d'un moment, on a cette image de nous-mêmes comme une personne qui a déjà beaucoup travaillé, qui a déjà souffert plus ou moins en fonction des douleurs qu'on a eues, et on peut se dire bon maintenant je suis vieux, il faut que je fasse attention, et c'est plus comme avant. Il y a un peu une forme d'impasse, on va dire. Alors que quand on regarde les études scientifiques et les capacités d'adaptation du corps, on remarque quand même que quasiment tous les tissus, toutes les structures du corps humain peuvent continuer de s'adapter en fonction de la demande, même à 70, 80, 90 ans. Donc en fait, le corps garde des capacités d'adaptation. Jusqu'où vont ces capacités d'adaptation, je pense qu'on n'a pas vraiment de moyen de le savoir. On peut juste progresser étape par étape en utilisant des stratégies qui fonctionnent et du dosage, pour répéter ce mot-là. Voilà. Mais en tout cas, le corps garde des capacités incroyables d'adaptation et d'utilisation, même si on a un certain âge et même si on a eu des douleurs par le passé. J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie,
vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Oui, ça je pense que c'est très important d'insister. Bien évidemment, la marge de progression à 18 ans n'est pas la même qu'à 50 et n'est pas la même qu'à 90 ans. Mais à 90 ans, moi je le vois pratiquement tous les jours au cabinet et il y a une adaptation qui est possible, donc il y a un gain au niveau du corps. On peut permettre à une personne de 90 ans de retrouver de la force. Et alors une personne de 50-60 ans peut tout à fait, pour reprendre des exemples qu'on voit souvent, se mettre à la course à pied, commencer à courir 10, 15, 20, 40 km si elle en a envie. Par contre, il faut prendre du temps. Dans le temps, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire en 6 mois, ça ne va pas se faire en 3 mois, mais ça ne va pas se faire en 6 mois non plus, et peut-être pas en 1 an. Et il faut être prêt à y consacrer du temps dans la semaine aussi. Et il faut être prêt à venir faire du sport de manière régulière pour que le sport il ait plein de petits stimuli, le corps ait plein de petits stimuli et qu'il se renforce. Parce que ça doit être un savant mélange au final entre tout ce travail de préparation physique, on va dire, le côté aussi hygiène de vie, qui a un rôle aussi extrêmement important parce que ça influence la douleur, ça influence notre corps d'une façon générale, et également l'aspect mental, l'aspect psychologique, parce que disons on pourrait faire des exercices, on pourrait faire un super entraînement parfaitement calibré. Si au final, au fil des semaines et des mois, on garde en tête l'idée que bon, là je suis en train de faire mes exercices, mais garder à l'idée que mon dos il est fragile, qu'il faut que je fasse attention, que ok je fais les exercices, mais voilà, c'est parce que ça va m'aider à garder le dos bien droit, parce qu'il faut pas se pencher en avant, mon dos est foutu. On va dire que s'il reste un peu cette atmosphère, cet état d'esprit, ça peut un peu, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues, ça peut limiter la progression et faire apparaître les exercices comme inefficaces. Donc c'est important d'avoir un peu ce trio avec les exercices physiques qu'on fait, la préparation peut-être à une activité sportive en particulier, l'hygiène de vie plus globale, que ce soit au niveau de la gestion du stress, du sommeil, ça c'est excessivement important, alimentation, tabac, alcool, etc. Et savoir un petit peu gérer aussi ce qui se passe dans nos têtes au niveau de nos pensées, de nos représentations sur notre dos, sur la douleur. Ok, bon là tu as abordé tellement de sujets où j'ai envie de rentrer dedans, donc je vais choisir. Tu as parlé un petit peu de l'aspect psychologique de la douleur. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos, on parle du dos mais ça peut être ailleurs, et qui se demandent si leur douleur ne vient pas de leur tête, notamment parce que sur les examens on n'a rien trouvé. Et elles ont cette question un petit peu. Ouais. Donc effectivement, il y a quand même un certain nombre de patients qui, parfois, quand les examens reviennent, examen normal, sans anomalie, sans particularité, c'est assez perturbant. C'est comme si, j'ai mal là, je regarde, il n'y a rien. On n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause. Et alors pour certains, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais pour certains ça peut être rassurant. On se dit je pensais que mon dos était abîmé, mais finalement il l'est pas, et ça peut les aider à se remettre dans un cercle vertueux de mouvements et comme ça. Mais je sais pas, dans mon expérience, je pense que plus souvent c'est plus frustrant. Soit c'est frustrant parce qu'on se dit oui mais j'ai quand même mal, donc il y a forcément quelque chose, on est passé à côté de quelque chose, il faut refaire des examens. Donc ça pose souci, d'autant plus que le discours qui va accompagner ce genre de résultats d'IRM ou de radio
n'est pas toujours adapté. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas d'examen, qu'il n'y ait pas de résultat particulier à l'examen et qu'on donne une explication rationnelle bien claire, rassurante sur la douleur, ça c'est plutôt positif. Mais dans les cas où les patients se retrouvent avec un résultat neutre devant les yeux et que la personne en face leur dit bon bah vous voyez maintenant voilà, c'est peut-être que c'est un peu dans votre tête, vous êtes peut-être dépressif, etc. Là par contre on tombe dans d'autres problèmes qui on va dire qui abîment sévèrement le parcours de santé, le parcours de soins plutôt de ces patients-là. Quand on s'entend dire bon bah c'est dans votre tête. C'est dur à encaisser quand même. C'est extrêmement dur. Souvent, bon, des fois, ça marque un peu la fin de la relation thérapeutique du coup, hein, parce que soit la fin des consultations, mais en tout cas ouais, la fin de la relation thérapeutique, parce que la douleur, elle n'est pas dans la tête au sens où c'est la personne qui l'invente. Si elle faisait un petit peu d'effort, il n'y aurait plus de douleur. Il suffit de se bouger. Voilà. Ça, évidemment que ça marche pas comme ça. Ça serait plus simple, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. La douleur dépend évidemment de ce qui se passe dans notre tête, que ça soit nos pensées, soit ce qu'on va se dire de notre dos. Si on se dit que notre dos est abîmé, fragile, qu'on ferait mieux de ne pas bouger, ça va. C'est quelque chose qui va inciter notre corps, notre système nerveux à nous protéger avec de la douleur. Ce qui paraît logique au final. Si on perçoit une partie du corps comme très fragile, c'est normal que le corps finalement ne cherche à nous protéger quand on cherche à l'utiliser. Donc il y a ces pensées-là, il y a de la peur, que ce soit de la peur de certains mouvements, la peur de la douleur simplement, le fait de faire tout le temps attention. Donc ça c'est au niveau des pensées, des émotions. Les expériences passées aussi ont un rôle important, et c'est pour ça que l'un des facteurs de risque de faire un épisode de douleur lombaire, c'est d'en avoir déjà eu un en fait. Parce que parfois il y a une forme de mémoire de la douleur qui fait que le cerveau se rappelle la dernière fois que tu as fait ça, tu as eu mal, donc je vais te protéger au cas où. Quoi. Donc il y a les expériences passées qui jouent. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, donc il y a en tout cas pas mal de choses qui se passent dans notre tête, en tout cas qui se passent dans notre tête, mais qui finalement se traduisent par une activité du système nerveux, des sécrétions d'hormones, qui influencent la douleur. Mais quand une personne ressent une douleur, sa douleur est bien réelle. Ouais, toujours. Voilà. La douleur est toujours réelle, quels que soient les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux qui ont pu y contribuer. Et le fait que dans certains cas, la douleur puisse être influencée par le stress, des personnes qui me disent quand j'ai mal, quand même, je sens que j'ai plus mal. Enfin, non, quand je suis stressé, plutôt, je sens que j'ai plus mal. Ça ne veut pas dire que la douleur, en fait, il invente. C'est simplement le fonctionnement du corps qui est comme ça. Et c'est comme ça que c'est les mécanismes au sein du corps, du système nerveux qui font ça. Donc ça c'est vrai, on a des échéances, on a une journée qui est compliquée. Sur l'exemple que j'avais pris au début, je disais que je m'étais réveillé, que j'avais mal au dos et qu'en plus j'avais des réunions à faire. Et donc ça me stressait parce qu'avec cette douleur, je me demandais comment j'allais faire les réunions. Mais en réalité, peut-être que j'étais stressé parce que j'avais les réunions et que c'est ce qui a participé à cette douleur. C'est possible, on va dire que des événements, des périodes de stress intenses peuvent à elles seules, plus ou moins en tout cas, participer à déclencher un épisode de douleur. Donc du stress, un mauvais sommeil. Mauvais sommeil aussi. Des choses comme ça, voilà, des troubles du sommeil par exemple. On n'a pas maintenant des études, des groupements d'études qui montrent que des troubles du sommeil, quand on ne dort pas assez, pas bien, à cause de plein de choses différentes, ça augmente le risque de survenue et de persistance des douleurs. D'où l'intérêt d'aller jeter un œil au sommeil quand on a des douleurs qui persistent. Ok, donc faut pas lésiner l'effet d'une bonne nuit de sommeil quand on a des douleurs. Ouais, c'est ça. Essayer d'aller se coucher tôt, peut-être de bien dormir, et ça c'est toujours très bénéfique pour le corps. Voilà, en traitement on va dire, et en prévention aussi. Ça fait partie du coin hygiène de vie qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, donc, préserver son sommeil, effectivement, c'est l'une des meilleures choses qu'on peut faire. Qu'on soit une personne plutôt sédentaire ou un sportif, voilà, c'est toujours important. Ouais. On revient sur des choses simples. Hein. Donc on a dit bouger, on a dit dormir, pas trop de stress, et tu as parlé de l'alimentation. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? L'alimentation, alors je suis moins calé sur l'alimentation. À ma connaissance et en restant assez prudent, il me semble que
on a mis en évidence certains liens, enfin certaines influences de l'alimentation sur les douleurs chroniques. Mais à ma connaissance, on ne sait pas quelle est l'importance de ce lien. Enfin, on ne sait pas si ça participe comme ça ou comme ça. Ok. Donc après, ça serait à revérifier pour voir un peu quel est l'état des connaissances en 2022. On peut rester simple peut-être en disant que si on mange plutôt des choses saines, ça fait du bien au corps et généralement quand tout va bien, tout va bien. Oui, en tout cas c'est qu'une chose de positif qu'on peut apporter à notre corps et voilà. Et c'est vrai que tu as dit que les conseils sont assez simples et je pense que parfois ça peut être quelque chose d'un peu peut-être un peu frustrant, on va dire, quand on est à la place de quelqu'un qui cherche à s'en sortir. Et le fait est que les conseils qu'on donne sont simples, que ça soit il faut bouger il faut plutôt rester actif plutôt que de rester au lit, etc. Mais c'est parce que en fait c'est les seuls conseils pour lesquels on a vraiment des preuves solides et qu'on peut affirmer. Dès qu'on cherche à être plus précis et à dire en fait pour traiter un lumbago, il faut faire exactement ça avec cette approche-là. On aimerait pouvoir donner ces conseils-là parce que c'est plus satisfaisant et ça nous donne un peu un mode d'emploi. Mais le fait est qu'on n'a pas assez de preuves, on n'a pas assez d'arguments solides pour faire ce genre de conseils plus précis. Donc il faut rester sur des choses qui ont fait leurs preuves, qui sont basiques, qui brillent pas et qui sont peut-être pas attirants comme on aimerait pouvoir avoir la formule magique, la clé qui ouvre la serrure et qui permet de tout guérir. On cherche toujours la martingale, on cherche toujours un truc qui va nous permettre de soigner le lumbago plus rapidement, etc. Et à ce jour, et encore une fois à ma connaissance, on n'a pas de traitement qui permet de réduire vraiment la durée naturelle d'un lumbago. C'est-à-dire que le lumbago, alors il me semble que c'est 4 à 6 semaines souvent la durée qu'on donne. Et on peut avoir des approches et des techniques qui permettent de moduler l'intensité de l'inconfort et de la douleur pendant, mais on n'a pas vraiment de choses qui vont permettre de couper la durée en deux. C'est simplement de la même manière qu'un médecin ne va pas forcément réduire la durée d'un rhume ou d'une grippe, il va juste permettre de traverser plus facilement cette épreuve et cette période en donnant des choses que la personne peut utiliser, en l'informant, en la rassurant, en ayant écarté les risques de choses plus inquiétantes. Et après, on en reste à des choses assez simples de stratégie de gestion de l'activité, de gestion des symptômes, du fait de sentir qu'il y a cette douleur, il y a cette période de douleur lombaire, mais on sait à peu près la gérer. J'ai même l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire les gens qui cherchent cette martingale, comme tu as dit, qui cherchent cet effet miraculeux, c'est contre-productif à l'arrivée, et ils cherchent, ils ne trouvent pas, ils cherchent, ils continuent de chercher, ils cherchent dans tous les sens, ils cherchent partout, et c'est souvent contre-productif. Ça peut l'être, parce qu'il y a un nombre incalculable de cercles vicieux dans lesquels on peut tomber, malheureusement en cas de douleur lombaire. Et l'un d'entre eux, c'est effectivement de chercher peut-être la solution ultime. Pour plusieurs raisons. Peut-être que la première raison, c'est que si on cherche quelque chose de magique, que nos attentes c'est le truc miracle, les seules personnes, les seules thérapies qui vont remplir nos attentes, c'est pas vraiment celles qui ont des preuves scientifiques, on va dire. C'est les approches qui vont prétendre traiter super facilement des douleurs comme ça. Malheureusement, c'est bien souvent celles qui sont basées sur des modèles théoriques sans preuve ou des choses qui ne sont pas du tout basées sur les données actuelles de la science. Donc, de par nos attentes de solutions miracles, ça va naturellement nous attirer, nous déporter vers des thérapies qui ont moins de chances de nous aider au-delà du placebo, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. C'est facilité malheureusement par parfois un discours assez séduisant de la part des personnes qui proposent ces choses-là. Et donc après les personnes essayent la solution miracle numéro 1, ça marche pas, elles vont voir une autre personne, celle-là elle a enfin trouvé la cause de ma douleur, ok, elle me dit moi j'ai trouvé la cause de la douleur, c'est ça, et ça tombe bien, c'est moi qui règle ça. Donc il peut y avoir un coup de chance, entre guillemets, ça peut marcher, mais malheureusement il y a bien souvent une déception. Une certaine frustration, et quand la personne va tester 4, 5, 10 traitements comme ça, le fait qu'à chaque fois il y ait un essai et un échec, ça peut entraîner ce qu'on appelle de l'impuissance acquise,
C'est-à-dire qu'à force d'essayer de gérer sa douleur et que ça ne fonctionne pas, et ben on apprend en quelque sorte que y a rien à faire et que ça sert à rien d'essayer. Et le problème, c'est que quand on est dans un état d'impuissance acquise, on va avoir moins de motivation pour les choses qu'on pourrait nous proposer qui, elles, pourraient avoir un intérêt. Et on a dit un peu plus tôt que pour s'engager dans un programme d'exercice, pour dire je vais faire mes mouvements à tel moment, ça demande beaucoup d'implication. Donc si on a en quelque sorte déjà épuisé un peu son énergie et sa volonté sur d'autres choses, c'est une perte de chance une fois qu'on arrive sur les traitements un peu plus sérieux. Ok, donc il faut essayer de se concentrer un petit peu, concentrer ses forces là où on a de bonnes chances d'en retirer des fruits. C'est ça, et le problème c'est que quand on est à la place du patient, on ne sait pas forcément lequel est lequel. C'est très dur de s'y retrouver. Tout à l'heure dans mon histoire, je te disais que quand je faisais un peu plus de sport, j'avais moins mal au dos. Et le matin, je faisais un petit peu d'abdominaux et un petit peu de gainage. Et du coup, je me demande si c'est pas parce que là, j'ai un petit peu faibli au niveau de mes abdos que j'ai un peu mal au dos. Ouais. Ça me fait penser à une personne que j'ai vue mardi dernier en séance individuelle où le médecin lui avait dit qu'il fallait qu'elle renforce ses abdos. Et le fait est que cette personne-là, derrière elle, avait une vie entière de tennis et de golf. Et elle était assez fit, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle était assez costaud. Et on lui avait quand même dit il faut muscler les abdos. La participation des abdos en tant que problème et solution dans le mal de dos, elle a pas mal été remise en cause, on va dire, dans les 20 dernières années. D'accord. On est longtemps parti du principe que les personnes qui ont mal au dos, elles sont moins musclées, donc en fait c'est à cause de ça. Il faut leur faire des tablettes de chocolat pour pouvoir stabiliser ou renforcer en quelque sorte le dos. Sauf que par la suite, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce mécanisme-là qui entrait en compte. C'est-à-dire que si vous faites des exercices qui vont stimuler les abdominaux, ça va sans doute, ça peut en tout cas vous aider. En moyenne, les personnes qui font des exercices s'améliorent, mais pas forcément parce qu'on aura stabilisé le dos. Sauf cas extrême, le dos est déjà stable à la base, et ce même si on n'a pas des abdos apparents, musclés et endurants. Donc on peut tout à fait choisir de faire un type d'exercice comme le gainage ou des abdominaux, si on aime ça rejoint le plaisir et les préférences dont on parlait plus tôt, mais c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de faire des abdominaux pour aller mieux. D'accord, ça peut être de la marche, de la course à pied, sortir son chien ou faire du gainage. Finalement, ça marche et pas plus le fait d'avoir des abdominaux forts qu'une autre activité physique. Globalement, oui, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve plutôt dans les études. Ce qui est parfois frustrant pas forcément du côté du patient, mais du côté du thérapeute, où nous aussi, on aimerait bien avoir un peu plus de guidage pour savoir quelle approche proposer plutôt qu'une autre. Mais non, les effets des exercices ne sont pas vraiment spécifiques au type d'exercice. La seule nuance qu'on pourrait apporter à la limite, c'est si la personne, de par son travail ou son loisir, doit être en mesure de tolérer certains mouvements vers l'avant, à ramasser des choses, où là, il y a un intérêt évident à se préparer à ces activités-là aussi spécifiquement. Donc dans certains cas, quand même, tu fais une sorte d'entraînement au mouvement de la vie de la personne. C'est une préparation aux activités, autant pour le corps que pour l'esprit, encore une fois, pour que le corps soit capable de produire la force dont il a besoin, d'avoir l'endurance. Quand nos patients nous disent ce qu'ils font à leur travail où il y a de la manutention, bien souvent ils soulèvent beaucoup, donc on a besoin de les réhabituer à ça. Et si la personne est en arrêt de travail, ne soulève rien du tout, et du jour au lendemain retourne à son travail où elle doit soulever 500 cartons dans la journée, on peut imaginer que cette marche soit difficile à franchir parce qu'elle est assez importante. Et donc c'est tout le travail de la rééducation de créer un pont entre les deux, on va dire une transition. Donc il y a à la fois le côté plaisir dans l'activité, les préférences, choisir ce que la personne va aimer refaire de son côté, et aussi lui permettre de se repréparer à ce à quoi elle va être exposée. Ok. Autre gros versant des mythes et des idées reçues, la posture.
Je me demande si sur cet épisode de douleur, quand je me suis levé le matin, c'est pas un petit peu lié à ma posture, parce qu'on m'a déjà dit que j'avais au choix soit peut-être une jambe un peu plus courte, soit une légère scoliose, soit j'étais un petit peu cambré, etc. Est-ce que ce genre de petits signes, ça peut expliquer la douleur? Alors, on va dire que, faut déjà rappeler qu'on ressort de, j'ai envie de dire un siècle, mais je ne sais pas exactement, mais on ressort d'une très longue période avec une vision biomécanique de la douleur. Le style, on regarde la personne et on regardait la personne et on essaye de dire bon bah son épaule elle est un petit peu comme ça, donc ça doit modifier ceci, cela. Son bassin n'est pas tout à fait équilibré, ses pieds sont comme ci, comme ça. Et il y a eu un article assez qui a lancé un pavé dans la mare en 2010 de Eyal Lederman, qui est un ostéopathe anglais, il me semble, où il reprenait un peu tous ces facteurs-là, les facteurs qu'on incriminait habituellement, comme une inégalité de longueur du bassin, des inégalités musculaires, la posture, plutôt voûtée, plutôt cambrée ou pas. Et il montrait qu'en fait, on n'avait vraiment pas de preuves pour dire que c'est lié à la douleur. Donc il y a un côté très sociétal où on nous a toujours dit qu'il faut se tenir droit et que si on se tient pas droit, on va avoir mal, que si on ramasse quelque chose, il faut garder le dos droit, etc. Et il y a une tradition, on va dire, dans le domaine médical et paramédical, d'aller rechercher ces défauts et ensuite de les pointer du doigt pour dire que c'est à cause de ça. Mais en réalité, si on prend rien que l'inégalité, en tout cas une obliquité du bassin, un bassin qui serait un petit peu penché d'un côté ou de l'autre, on se rend compte que la majorité de la population a a priori une inégalité de l'ordre de 5 mm en moyenne. Et que selon les études, ça commence à poser problème qu'à partir de quelque chose comme 2 cm. Et bien souvent, les personnes à qui on a fait peur à propos de leur bassin, elles vont dire ah oui, donc ça, oui, c'était 7 mm, 8 mm. Donc on a tendance à aller rechercher intentionnellement et à pointer du doigt des variations dans la posture qui finalement peuvent être des variations normales et qui en fait ne sont à la base pas prédictrices ou associées à de la douleur. Donc il faut essayer de se dégager un petit peu, de se déresponsabiliser de tout ça et de se dire que le plus important, encore une fois, c'est de bouger et que ma douleur n'est pas en lien avec ces petites anomalies, qu'il y a plein de gens qui ont ces anomalies qui n'ont pas de douleur, qu'il y a plein de gens qui ont des douleurs et qui n'ont pas ces anomalies. C'est ça, effectivement ça va dans les deux sens. Et bien souvent, ce sont des détails qui préexistent à la douleur, c'est-à-dire que une personne va avoir un lumbago ou commencer à avoir mal au dos et on va lui dire c'est à cause de vos pieds plats, c'est à cause de votre cambrure ou c'est parce que vous ne tenez pas droit, mais cette personne ça faisait 30 ans en fait qu'elle était comme ça et qu'elle n'avait pas de douleur. Donc c'est vraiment juste pointer du doigt quelque chose sans vraiment avoir de raison de le faire parce qu'en tout cas jusqu'à récemment on ne savait pas quoi mettre à la place. On n'avait pas vraiment d'autres explications à donner, donc on choisissait un bouc émissaire, on se dit bon bah vous avez le bassin qui est comme ça et vous êtes tourné au niveau de l'épaule, on va faire des exercices pour corriger ça. Certaines personnes s'amélioraient, ça donnait l'impression de valider le modèle, alors qu'en réalité c'était sans doute grâce à d'autres mécanismes. Donc d'une façon générale je pense qu'il vaut mieux ne pas s'inquiéter à propos de sa posture, essayer de trouver d'autres facteurs qui peuvent expliquer les variations de douleur ou l'apparition d'un tel épisode, mais sans se mettre la pression parce que bien souvent on n'a pas besoin de modifier ces choses-là pour que ça aille mieux. Ok, ça c'est très intéressant. Et du coup dans ce que tu as dit, tu as parlé aussi de comment on se baisse pour porter une charge, ou ramasser quelque chose au sol. Ouais. Est-ce qu'il faut forcément avoir le dos droit? Est-ce qu'on peut se baisser? Est-ce que ça dépend de ce qu'on ramasse? Là-dessus, quelle stratégie tu nous conseilles? C'est un très très gros sujet. Très gros sujet. On pourrait faire une interview exclusivement sur ça. Ça n'aurait même pas suffi. Eh ben, rapidement et on en fera une autre. Encore une fois, traditionnellement, on a beaucoup diabolisé le mouvement de flexion lombaire, c'est-à-dire la flexion, donc ce mouvement d'enroulement du dos comme ça vers l'avant, à partir surtout d'études
qui avaient été faites en laboratoire sur des morceaux de colonnes d'animaux où on faisait faire la flexion et au bout d'un moment ça pétait et on disait ah mon dieu, la flexion c'est horrible. Par la suite, il y a eu d'autres études qui ont été plutôt réalisées sur des êtres vivants, ce qui est pas mal quand même, et là les résultats étaient beaucoup plus nuancés. Parce que il y a des mouvements que le corps évidemment ne pourrait pas supporter s'il n'avait pas cette capacité d'adaptation, et de réponse à la demande, d'adaptation à la contrainte, etc. Et c'est a priori ce qui se passe au niveau du dos. Sur les mouvements de flexion comme ça, vers l'avant, qu'on soit allongé sur le dos, assis, debout, ce sont des mouvements que le dos peut faire sans problème. Sinon, si on n'était pas censé bouger le dos dans tous les sens, on aurait un fémur à la place de la colonne. On n'aurait pas plein d'articulations qui bougent dans tous les sens. Ça, c'est la première chose. Après, il y a effectivement, comme tu as dit, une adaptation de la stratégie en fonction de ce qu'on soulève. Et peut-être aussi en fonction de combien de fois on va le faire. Pour des charges légères, s'il s'agit de, je sais pas, d'aller refaire mon lacet, d'aller ramasser je sais pas, une serviette par terre, ou des choses comme ça, là, le consensus, c'est que voilà, on est assez libre dans notre façon de faire, on a tout à fait le droit de se pencher en avant. De faire un dos de rond. Ouais, on peut un dos de rond, et voilà, et c'est tout à fait sain pour le dos de pouvoir avoir cette amplitude-là, et avoir de la mobilité en flexion sur toute la hauteur. Ok. Là où il commence à y avoir de la nuance, où on peut commencer à prendre des précautions, c'est plus on va chercher lourd. Quand on commence à soulever des charges lourdes, du genre de... C'est subjectif le poids, mais ça peut être 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg. Là, et encore c'est un sujet qui est très discuté, pour une personne qui n'est pas habituée, on va plutôt essayer d'utiliser tout le corps. C'est-à-dire qu'on va essayer, ça paraît normal de répartir le travail entre le dos, les jambes, etc. Mais d'une façon générale, pour des poids légers à modérés, un style libre, comme ils appellent dans les études, où on plie le dos, on peut plier un petit peu les jambes, sauf si on est extrêmement souple derrière, mais c'est pas mon cas. Voilà, on peut adopter un style libre sans que ça pose de problème. Ce que tu appelles un style libre, en fait, c'est que si on a une charge ou quelque chose à soulever, on n'intellectualise pas trop, on se pose pas trop de questions, on va le ramasser. Si jamais ça commence à être lourd, ben là peut-être qu'il faut adopter une stratégie un peu plus particulière avec un dos peut-être un peu plus droit et un peu plier les genoux pour mieux répartir les contraintes sur l'ensemble du corps. Ouais, c'est ça, c'est simplement. Voilà. De la même manière que, je sais pas, si je porte un truc qui est pas lourd, je peux le porter à un bras. Si je porte quelque chose de plus lourd, je vais le tenir à deux bras en fait, parce que je vais utiliser un maximum de masse musculaire pour développer la force nécessaire à soulever l'objet. Il y a un changement de stratégie en fonction de ce qu'on soulève, et il peut aussi y avoir un changement de stratégie en fonction de combien de fois on doit soulever. C'est-à-dire que si je soulève, pour être poétique, une fleur, enfin, je ramasse une cuillère une fleur, c'est joli, je peux le faire de la façon dont je veux. Si je dois faire un bouquet énorme et ramasser 1000 fleurs, ça va être intéressant peut-être de le faire de différentes façons. Non pas parce qu'il y a une façon qui serait idéale, ou justement parce que justement il n'y a pas une façon qui est idéale de bouger, mais parce que le corps aime bien la variation et c'est intéressant d'utiliser le corps de différentes manières, différents muscles dans différentes positions, les articulations dans différentes amplitudes. Voilà. Donc soit une stratégie différente sur une charge donnée, soit venir varier les positions, varier les façons de faire. C'est d'ailleurs un exercice que je demande parfois à des patients en cabinet. Je mets un poids au sol et je demande 10 façons de ramasser l'objet. Et souvent ils se creusent un petit peu la tête. Chacun peut essayer s'il veut, mais c'est 10 façons, ouais, c'est pas facile. Et ben voilà, on va laisser à chaque personne qui va regarder cette vidéo faire cet exercice et tester un petit peu. Ouais. Je me suis vraiment régalé, j'ai passé un super moment, on a appris plein de choses. Eric, pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, ils sont les bienvenus sur comprendre-son-dos.fr, où il y a maintenant une cinquantaine d'articles et il y a quelques vidéos, je ne sais plus combien. Mais voilà, c'est surtout des articles qui soit reprennent des sujets un peu, des notions comme qu'est-ce que c'est que la hernie discale, la discopathie, donc des choses qui expliquent ce qu'on peut retrouver sur l'imagerie et qui reprennent toutes les questions qu'on peut se poser à ce sujet-là, mais aussi des choses sur la reprise d'activité, voilà, quelles stratégies on peut utiliser et qui vont détailler aussi en détail plusieurs des choses qu'on a abordées.
Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a abordées dans cette discussion qui est présente sur ton site. Et je pense que quelqu'un qui a des douleurs trouvera sur ton site des articles, quel que soit le stade où il est et la situation dans laquelle il est. Parce que comme tu as dit, il y a 50 articles et tu as traité quand même déjà beaucoup de choses. Tous les articles sont bien développés. Et il y a encore plein de choses à écrire. Et j'essaie de prendre le temps, mais là, c'est vrai que ça prend du temps. Là, je viens de mettre un article sur la sacro-iliaque et il y en aura plein d'autres. Qui vont venir, et si jamais les gens ont envie d'un article en particulier, ils peuvent tout à fait m'envoyer un message via le site et je leur répondrai avec plaisir. Ben voilà. Donc on a parlé beaucoup des idées reçues et des mythes. Le point commun peut-être à toutes ces idées reçues et à ces mythes, c'est une vision qui est très simpliste du corps. Le corps est éminemment plus complexe et il faut se méfier de tous ces discours qui paraissent séduisants au premier abord. Il faut aussi se méfier un petit peu de tous ces discours qui ont tendance à faire perdre confiance en soi et en son corps et se tourner vers toutes les approches qui incitent à bouger. Le corps est une structure qui est solide et il faut que chacun en soit vraiment convaincu. À très vite, Eric. À très vite, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir, c'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.